Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse reçoit Aurélie Wittenbach. J'ai eu l'occasion de côtoyer cette policière dans 3 contextes différents. À la police cantonale bernoise à Bienne en 2008, où nous avons travaillé toutes les deux dans des services différents. J'ai quitté la police 1 an après le terrible accident dont elle parle aujourd'hui, je connaissais donc son histoire. Au sortir d'un match de hockey sur glace, 8 hooligans s'en étaient violemment pris à elle. Sans l'intervention musclée de ses collègues policiers, elle ne serait sans doute plus là aujourd'hui pour raconter ce qui lui est arrivé. 6 ans après cet incident violent, en 2014, j'étais correspondante à Bienne pour la radio RJB. J'ai eu l'occasion de suivre le procès du principal agresseur d'Aurélie. À l'époque, j'avais surtout été frappée par l'absence de réaction de mon ancienne collègue face à la description du calvaire qu'elle avait enduré. Son agresseur, un Suisse de 24 ans, avait été condamné à 4 ans de prison ferme par le tribunal régional Jura-Bernois-Seeland. Ces dernières années, j'ai suivi Aurélie sur les réseaux sociaux. C'est notamment par les photos qu'elle poste que je l'ai vue remonter en selle, littéralement, sur un magnifique cheval couleur alezan brûlé. Dans ce podcast, elle explique entre autres que l'équitation lui a redonné confiance en elle et lui a même permis de se dépasser. C'est une histoire de victoire, une victoire sur la vie, qu'Aurélie Wittenbach a eu le courage et la générosité de nous faire partager dans ce podcast. Bonjour Aurélie. Bonjour Isabelle. Aurélie Wittenbach, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors je vais vous parler d'un accident que j'ai eu il y a maintenant 10 ans. C'était le 22 novembre 2008. J'étais en service en civil lors du match de hockey Bienne-Berne. À cette époque, c'était bien connu que ces matchs ils étaient à haut risque. On était beaucoup de policiers en service. Déjà avant le match, ça avait commencé avec des débordements. Il y a déjà eu quelques déprédations avant le match, même quelques personnes blessées. Et après le match, j'étais à un point critique où les fans des 2 équipes se croisent. Et j'ai bien remarqué qu'il y avait des fans du club de Berne qui commençaient à faire des déprédations respectivement dans un bus des transports publics biennois. Et j'ai vu la personne qui a commencé à faire ça, et avec mon collègue, on est allé vers lui, on a voulu l'interpeller. Et une fois que je l'avais interpellé, il y a plusieurs hooligans bernois qui sont venus vers moi, encagoulés, qui m'ont mis à terre, qui m'ont frappé. On va peut-être déjà définir ce qu'était ton travail, parce que tu avais un travail bien précis à faire. Alors c'était en fait un travail de spotter, donc c'était de l'observation et aussi intervenir. Respectivement, les fans, ils nous connaissent, on était connus des fans. Là, on était encore un petit groupe, donc on était connus plus ou moins de tous les fans du canton de Berne, parce qu'on suivait plusieurs équipes. On avait aussi, dans nos tâches, le fait d'intervenir, de faire les contrôles de personnes. Et ces gens vous connaissaient, vous entreteniez justement des liens avec les fans dans l'idée justement d'abaisser un peu les tensions, parce qu'à l'époque, les tensions étaient plutôt élevées. Exactement, c'était vraiment le but d'un spotter. Ça, c'est vrai que c'est une époque qui a bien changé. On peut juste relativiser, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Mais je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué au niveau justement des contacts, des spotters, de la police. Il y a des responsabilités aussi qui ont été peut-être données aux différents responsables des fans. Et il y a beaucoup plus de contacts ce côté-là. Je pense que ça a vraiment aidé. Et il y a plus de condamnations aussi, quand il y a des cas extrêmes. Alors ça aussi, oui. Il y a aussi une loi contre les hooligans qui a été mise en vigueur depuis, donc voilà, les choses se sont améliorées. Mais bon, pour toi, là, on en était, donc tu étais à terre. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé à ce moment-là ? Non, alors honnêtement, je me souviens pas de tout. Moi, je sais juste que je me suis recroquevillée, qu'il y avait un des fans qui me tenait les cheveux pour pas que je puisse bouger, et les autres, ils me donnaient des coups de pied puis des coups de pied. Mais exactement, je m'en souviens plus. Il se trouve que tu avais les cheveux longs à l'époque. Depuis, tu les as coupés. Ouais, c'était un désavantage en l'occurrence.
Je crois que ça a été mentionné même au tribunal. Oui. Il y a eu ce sujet-là. De quoi ils ont parlé exactement? Il a été mentionné que finalement, celui qui m'a mis à terre, qui m'a tenu les cheveux, c'est lui un peu qui a instigé le tout, parce que tant qu'il me tenait par les cheveux et qu'il m'a mis à terre, les autres, ils pouvaient frapper comme ils voulaient. Donc, c'est ça qui a été mentionné. Et est-ce que tu as su, en fait, son intention, c'était quoi? Son intention, c'était de casser du flic, vraiment? C'était le but ou c'était contre toi? Non, je pense que c'était casser du flic, c'est pas contre moi. J'étais connue en tant que... Voilà, on savait que je travaillais à la police, j'avais un brassard police. Voilà. Et puis on sait que l'effet de groupe au sein des hooligans, en plus je pense qu'il y avait beaucoup d'alcool en jeu, c'était après le match, on ne sait pas tout ce qu'ils avaient fait avant et pendant le match, parce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de ces personnes n'étaient même pas dans la patinoire pendant le match, ils étaient plutôt en ville, donc je pense qu'il y avait un peu un tout. Donc là tu es gravement blessé, et qu'est-ce qui se passe après? De quoi tu te souviens? Alors je me souviens juste, ils m'ont enfin laissé tranquille quand la police est arrivée avec les balles en caoutchouc. Ils ont tiré des balles en caoutchouc et là, toute la bande est partie. Je pense qu'après, avec l'adrénaline, je me suis quand même relevée. J'ai plus ou moins, on va dire, fini l'engagement. Donc tu as continué à travailler en fait. Et le lendemain, tu es retourné travailler? Alors le lendemain, c'était un dimanche. Donc là, j'avais congé. Le lundi, j'ai voulu aller travailler, mais ça allait pas. C'est là que ça a commencé avec les rendez-vous médicaux à l'hôpital. Et voilà. Ça s'est manifesté comment, les premiers chocs? Tu as été traumatisée? Tu te faisais des cauchemars? Qu'est-ce qui se passait? Non, alors j'ai pas eu spécialement de cauchemars. Même, je pourrais dire, après 10 ans, j'en ai jamais fait par rapport à ça. Mais j'ai eu une commotion, donc c'est clair que à partir du dimanche, finalement, j'étais pas très bien. Après, il y a tout qui est ressorti avec des lésions à la nuque, à la tête et au dos. Puis c'est tout ce qui est... Je pense qu'avec l'adrénaline que j'avais jusqu'au dimanche, j'ai plus ou moins tenu et après, il y a tout qui est ressorti. Qu'est-ce que tu as eu comme lésion concrètement? Alors, j'ai eu des nerfs écrasés, j'ai eu des liaisons le long de la colonne vertébrale avec un caillot de sang qui s'était mis là. Par après, il y a plusieurs choses qui sont ressorties. J'ai dû faire encore plusieurs opérations jusqu'à il y a 2 ans pour des nerfs qui étaient coincés, qui me donnaient constamment des maux de tête, par exemple. C'est pas des choses qui se voyaient vraiment, en fait. Je sais pas comment on dit, pas des os cassés, des choses comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 2 ans, j'ai pas pu travailler à 100%. J'avais constamment des fourmillements, que ce soit dans les membres inférieurs ou dans les bras et les mains. C'était des séances de physiothérapie, plusieurs par semaine. Et puis en fait, c'était un peu ça, c'était un peu des douleurs, je sais pas comment dire. Des traumas, en fait, des traumatismes. Latentes, en fait, je sais pas, ça se voyait pas en fait, mais c'est tout à l'intérieur, quoi. Alors après, il faut faire admettre ça. Il faut faire admettre ça par les médecins, il faut faire admettre ça par ton employeur, qui était la police cantonale. Et comment ça s'est passé? Mais c'était dur parce que finalement, j'ai un caractère, je veux pas trop montrer. Enfin, je voulais pas montrer que j'étais pas bien. Et j'ai toujours un peu minimisé les faits. Je pense la première chose où je me suis rendu compte, effectivement, il s'est quand même passé quelque chose de grave, c'est quand la police a commencé à mener son enquête, a commencé à interpeller des personnes. Il y a eu des personnes en détention et c'est clair, vu que c'était le même service où je travaillais et que finalement je fais partie de la procédure, on peut lire les auditions, puis on se dit « Ah ouais, quand même, il s'est quand même passé quelque chose. Et puis... Donc tu as suivi ça de 2 plans en fait, à la fois comme victime et puis à la fois comme témoin de ce qui s'est passé. Donc tu avais un peu le double rôle. Et puis tes collègues t'en ont parlé, j'imagine, aussi. Oui, alors quand j'étais à la maison, à l'hôpital, les collègues qui me téléphonaient pour... prendre des nouvelles. Et puis, je me souviens, un des premiers soirs où j'étais à la maison, il y a un collègue qui m'a téléphoné, même dans la nuit, puis il m'a dit, on a fini une audition, t'es quand même passé à... c'était vraiment grave ce qui s'est passé, quoi. Donc, t'as été en danger de mort à un certain moment, ou pas? Ouais, je veux pas exagérer, j'arrive pas... Je me le dis pas, pour moi. Je préfère pas me le dire. Après, je me demande toujours, en fait, ce qui aurait pu se passer si les collègues n'étaient pas arrivés avec les balles de caoutchouc, en fait. T'évites de trop y réfléchir, c'est ça? Ouais, alors, donc j'ai été suivie longuement par une psychologue, le psychologue de la police. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de distance avec ça. J'arrive pas à me dire, à passer pour une victime. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est pas dans mon caractère.
J'ai presque l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a vécu ça, en fait. Même si pendant 8 bonnes années, j'ai vraiment souffert sur le plan physique et moral. Mais encore aujourd'hui, j'arrive pas à me dire « Ah, c'est toi qui étais là, en fait. » C'est peut-être une façon de te protéger aussi. C'est sûrement une façon de me protéger. Où je me suis rendu compte, c'est clair, c'est pendant les 2 procès au tribunal. Là, c'est clair, on parle de toi, en fait. C'est toi qui t'as fait frapper. Mais je pense que c'est une façon de me protéger, effectivement. Comment ça s'est passé avec le dépôt de plainte? La première audition que j'ai eue, c'était à la police. Donc là, effectivement, on m'a demandé si je voulais déposer plainte et me porter partie civile dans la procédure, ce que j'ai fait. Pour tort moral ou... C'est ça, en fait. Après, il y a eu ce procès. Donc, il y a eu des condamnations. Est-ce que toi, d'une certaine façon, ça t'a soulagé de savoir qu'il y avait des condamnations? Qu'est-ce que ça a fait? Alors, ça m'a soulagée, pas parce que je voulais à tout prix que l'auteur aille en prison, mais plus pour une certaine reconnaissance. Effectivement, il s'est passé quelque chose. C'est plutôt dans ce sens-là. Ça a duré long. Le premier procès a eu lieu en 2014. Et c'est vrai que des fois, on est un peu dans le doute. J'avais presque peur, vu que je minimisais les choses, de me dire, mais est-ce que finalement, il s'est quand même passé quelque chose? Parce que, on voit rien avancer, en fait. Je vais presque faire l'avocat du diable, mais quand on est dans la police, est-ce qu'on est censé recevoir des coups et puis finalement fermer sa bouche puis rien dire? C'est un peu ça? C'est ce que tu ressentais? C'est pas ce que je ressentais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le pensent. Mais il faut quand même se dire que derrière une policière, il y a quand même une femme, quoi. Enfin, je veux dire... Et j'étais en civil, j'ai quand même 8 gaillards qui m'ont frappé, qui m'ont mis au sol et puis qui ont frappé une femme, quoi. Enfin, je veux dire, oui, c'est une chose, la police, d'accord, on va pas se plaindre pour tout ce qui se passe, parce que sinon, c'est pas la seule chose que j'ai eue dans ma carrière de policière, mais là, je pense qu'il y a quand même des limites, quoi. Et puis, si on laisse passer ce genre de choses, mais même des choses bien moins graves, on sait pas jusqu'où ça va, quoi, je veux dire. Et je pense que le respect de la police, ça a aussi bien changé, hein. Donc voilà, il y a eu une condamnation, donc ça c'était déjà une chose. Il y a eu des dégâts collatéraux pour toi, tu as subi de nombreux désagréments, tu veux nous en dire 2 mots? Le plus grand désagrément en fait que j'ai ressenti, c'est comme je dis, pour moi c'était pas le gros problème au niveau en tout cas psychique, c'était pas l'accident lui-même. Oui, ça s'est passé, mais j'ai jamais eu peur ensuite de retourner à un match de hockey par exemple, ou même de voir des fans se bagarrer. Mais j'étais très active avant l'accident, je faisais beaucoup d'équitation, je faisais du hockey sur glace, et tout d'un coup, en fait, ça s'arrête. Tout ça, ça s'arrête. On est à la maison, on travaille plus, c'est votre conjoint qui doit s'occuper de vous, parce que on peut plus rien faire, quoi. Il faut vous amener tous les jours à la physio. On est dépendante. On est dépendante, et puis, et moi, ça me faisait vraiment mal d'être comme ça, un boulet pour la société, en fait. On n'est plus actif pour la société. Et puis, à 26 ans, quand on vous inscrit à l'AI, que votre médecin de famille qui vous connaît depuis toute petite, même lui a des doutes sur l'éventualité de reprendre une vie normale ou pas, là, ça devient dur. Et puis là, c'est là que je me suis dit, mais à 26 ans, tu vas pas finir à l'AI, tu vas te battre, et puis tu vas reprendre ta vie en main, quoi. Puis il y a eu un deuxième choc. C'était, t'as dû abandonner ton cheval. Alors oui, avec mes problèmes de dos et de nuque que j'avais, c'est clair que c'était exclu de continuer le cheval. Donc j'ai dû faire un choix. Vu que les médecins, pour eux, c'était même, pour l'instant en tout cas, on réfléchissait même pas à reprendre. Donc je pouvais pas me dire, mais je vais mettre mon cheval dans un garage et puis quand ça ira mieux, je vais le ressortir. Donc j'ai dû faire le choix effectivement de le vendre. Ouais. Ça a été dur. Un coup en plus, ouais. Comment ça s'est passé, la séparation avec ton cheval? Oh ça a été dur, mais d'un autre côté, j'étais déjà tellement mal au niveau physique. Et... je pense qu'on se rend même plus trop compte parce que j'ai eu des années et des médicaments. Quand j'ai vendu mon cheval, j'étais sous morphine. Donc je dis pas que j'avais d'autres choses à penser, mais il y avait tellement de choses en une fois que c'était... Ouais. Et puis on est dans un... Moi, j'étais vraiment dans une situation où, de toute façon, il n'y avait plus de positif, quoi. Je veux dire, plus d'avenir. Tu voyais plus l'avenir. Non, il n'y avait rien qui allait. Je veux dire, on a mal tous les jours, on ne dort pas la nuit parce qu'on a mal, on est sous médicaments.
On est constamment chez les médecins. De l'autre côté, on sait qu'il faut encore se battre pour le procès, enfin la procédure. Et puis encore ça, je veux dire, ouais. Ça demande des forces surhumaines, quelque part. Ouais. Vraiment. Ça demande vraiment de prendre ces dernières forces. C'est peut-être justement le fait d'avoir été policière que tu as eu ces forces-là. Peut-être que d'autres auraient abandonné avant. Peut-être. Et puis, je pense quand même un caractère bien trempé pour ça. Maintenant, on est quand même pratiquement 11 ans plus tard. Heureusement, tu as pu reconstruire. Donc, tu as parlé de 8 ans, en fait, de douleur et de rééducation et tout. Et maintenant, depuis 2 ans, ça va mieux, donc, c'est ça? Oui, alors, c'est clair, j'aurai toujours des douleurs. Des douleurs qui vont rester, mais ça, je le sais. En tout cas, pour moi, je veux dire que depuis printemps 2017, je me sens, guérie. On va dire ça comme ça. T'as été opérée à ce moment-là ou... Non, alors là, j'avais fini tout ce qui était physique, mécanique, les opérations étaient terminées. Où j'avais encore un grand travail à faire, c'était de reprendre confiance en moi. Parce que je suis déjà une personne qui n'a pas beaucoup confiance en elle depuis le début, mais l'accident m'a carrément... Alors là, ça m'a fini. Et puis, une fois que j'avais justement le côté mécanique qui allait plus ou moins bien, je me suis dit, mais comme ça, tu vas pas de l'avant parce que... bêtement d'aller, je sais pas, j'ai l'impression que pour moi c'était dur de me dire bon, maintenant les opérations c'est fini, tu travailles à 100%, t'es de nouveau active, mais finalement dans ta tête c'est pas comme avant. Et là c'était dur pour moi. T'étais devenue quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce que dans ton travail t'avais des peurs? Est-ce que tu l'as dit avant, t'étais pas tellement peureuse et tout, mais est-ce que tu retravaillais normalement ou et qu'est-ce qui avait changé dans ton travail? Non, alors dans le travail, pas de peur. Je travaille tout à fait normalement, il y avait aucun souci. C'était plutôt au niveau privé que j'avais vraiment de la peine en me disant... Alors c'est clair, pendant plusieurs années, je me suis retirée de tout, de mes amis. J'avais plus envie de me montrer comme j'étais, j'avais pris 30 kilos. J'avais pas envie de me dire, mais qu'est-ce qu'ils pensent les gens de moi maintenant? Je suis plus comme avant, je suis plus la Aurélie qui faisait tellement de sport, qui était la première à prendre tout le monde et puis à tirer en avant. Et puis j'avais pas envie de me dire, mais maintenant, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et c'est vrai que j'avais fait, je m'étais beaucoup retirée. Et puis en 2007, là, quand je me suis dit, mais maintenant t'es en forme, quoi. Je veux dire, ça va aller. Mais j'avais encore ça dans ma tête, que finalement c'était pas comme avant, que j'avais encore mes 30 kilos que je traînais. Et ça me dérange beaucoup. Là, t'as mis 10 ans à te reconstruire, en fait. Ouais. Au niveau psychique. Ouais. Ouais. Et puis là, j'ai fait appel à un coach mental qui s'occupe de sportifs. Je lui ai un peu expliqué ma situation. Je lui ai dit oui, alors effectivement, c'est pas par rapport au sport, même si j'en fais. J'avais recommencé l'équitation entre-temps. Mais c'est plus... Je lui ai expliqué mon histoire. Il m'a dit... Alors, la première fois, il m'a dit, je suis pas sûre si je peux faire quelque chose pour vous, mais on va essayer. Et puis finalement, j'ai perdu mes 30 kilos en 5 mois. Il m'a vraiment secoué, quoi. Il m'a dit, mais maintenant, tu te réveilles. Je me souviens toujours la phrase qu'il m'a dit le premier jour. Il m'a dit, mais... genre au niveau équitation, avant ton accident, t'étais championne du monde ou comment? Je fais, non. Il me dit, alors, pourquoi tu pourrais pas être meilleure qu'avant? Puis là, ça m'a fait un peu un électrochoc. Il m'a dit, voilà. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, quoi. Il t'a entraîné aussi physique? Je veux dire, il t'a donné un entraînement sportif ou c'était plus un entraînement mental? C'était que mental et puis tout le reste, je l'ai fait moi-même, quoi. C'est-à-dire, à quel niveau il te motivait? Dans la pensée, dans la façon de penser, dans la façon de voir le monde? Ouais. Et puis me dire, mais... de me voir autrement, quoi. De me dire, mais déjà rien que tout ce que t'as fait pendant 8-9 ans, déjà rien que ça, tu devrais être fière. Et moi, j'avais vraiment de la peine à me dire ça, quoi. Donc il t'a reboosté, il t'a redonné confiance en toi. Et puis il y a autre chose. Qu'est-ce qui t'a motivé comme ça? Alors j'ai recommencé effectivement, finalement à force de me battre, ça a été tout petit à petit avec le cheval. Quelques années j'ai pas du tout pu monter. Ensuite c'est clair, ça me manquait, mais les médecins ils étaient pas vraiment pour. Alors j'ai recommencé à monter, mais c'était vraiment du basique, c'était au pas avec quelqu'un qui tenait le cheval. Ensuite, on a pu commencer un peu à faire du trot, du galop. J'ai eu un gentil cheval dont j'ai pu m'occuper pour prendre un peu confiance, pour aller un peu plus régulièrement. Et puis finalement, mon physio m'a dit, mais de toute façon, vous avez des douleurs. Maintenant, au niveau mécanique, ça joue plus ou moins. Si vous voulez commencer un peu plus, c'est à vous de savoir. Alors j'ai dit, de toute façon, voilà, je vais monter avec des douleurs. J'en ai pas plus à cheval. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, un peu de nouveau à reprendre le saut, ce que je faisais avant l'accident.
Et j'ai eu en fait de nouveau envie d'avoir mon cheval, quoi. Petit à petit, j'ai remarqué que ça jouait et j'ai acheté donc, le cheval que j'ai actuellement il y a 4 ans. Je l'ai acheté tout d'abord parce que c'était un gentil cheval. Je me suis dit, on va aller gentiment. Je savais qu'il avait aussi fait de la compétition avant, donc si je voulais m'y remettre, on pouvait. Et puis voilà. Tu l'as connu comment ce cheval? Alors, je connaissais la personne qui le vendait et puis il connaissait mon accident et il m'a dit, écoute, tu le prends autant longtemps à l'essai, ça veut dire sans le payer. Tu regardes comment ça va. Je l'ai gardé, je crois, 2 mois à monter, à voir. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour être vraiment sûre parce que je voulais pas non plus prendre de risques. Et voilà comment ça s'est fait. Et il est encore là. Tu peux nous dire 2 mots de ce cheval, sa couleur, son nom? Alors, c'est un cheval, c'est un hongre tchèque qui a des origines allemandes. Il aura 13 ans cette année. Il est alezan brûlé. C'est un cheval, voilà, il a pris, je pense, beaucoup sur lui au début, quand je commençais à le monter, parce qu'il sentait que j'étais pas sûre. J'avais beaucoup de problèmes d'équilibre encore, en 2014. Vraiment, il a été super brave. Maintenant qu'il sent que ça va mieux, il se donne un peu à cœur joie, mais... T'arrives toujours à le dominer. Oui, et puis finalement, c'est bien mieux pour lui de faire un peu ce qu'il veut que finalement, toujours reprendre sur lui. Peut-être qu'il te lance un petit défi en te donnant toujours plus confiance en toi, c'est ça? Oui, je pense qu'il m'aide aussi beaucoup. Il y a une évolution mutuelle. Ouais, je pense qu'il m'aide beaucoup. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur de tomber? Qu'est-ce qui pourrait arriver si tu tombais actuellement? Alors, c'est clair que ce côté-là, c'est ce qui me retient le plus. Mais encore une fois, même j'ai tellement confiance en lui. Je monte avec beaucoup de protection. Ce qu'il faut savoir, c'est que les protections de base, comme on voit beaucoup, les protections de dos, moi, ça me suffit pas parce qu'il me faut une protection de la nuque. Parce qu'un mauvais moment de la nuque pourrait être très grave. Donc, j'ai un gilet airbag. Je suis accrochée à la selle. Et puis, quand je tombe, il se gonfle et puis il me fait comme une minerve autour de la nuque déjà pour me protéger un peu plus que les autres. Protège d'eau. Donc il y a de quoi aussi avoir plus confiance en toi voilà. dans le pire des cas si tu devais tomber en fait. Et qu'est-ce que tu fais comme compétition, comme concours, quel genre? Alors donc jusqu'à mon accident, même quand j'ai recommencé à monter mon cheval, on faisait du saut. Et puis c'est vrai que depuis longtemps, avant mon accident déjà, le concours complet m'a toujours intéressée, m'a toujours fascinée. Donc le concours complet, c'est une discipline où en fait on a un parcours de dressage à monter, un parcours de saut d'obstacle normal et le parcours d'obstacle naturel. Et là, il faut vraiment avoir beaucoup de confiance au cheval parce que c'est clair que le cheval, il doit être super courageux pour sauter ces obstacles. Et moi, je m'étais toujours dit, mais si une fois j'avais un cheval qui pouvait le faire. Et après mon accident, c'était réglé. Je veux dire, même quand j'ai recommencé à monter, je me suis dit, mais tu vas jamais faire ça avec tes problèmes de dos, ta nuque, si tu tombes sur un... Ces obstacles, c'est des fixes, donc c'est pas comme des perches qui tombent quand on tombe sur les perches. Finalement, il m'a tellement donné confiance, mon cheval, que je pense que ça a encore fait une étape supplémentaire dans ma confiance. Et puis on a commencé ça l'année passée, et puis on a aussi fait un classement justement sur le peu qu'on a fait, mais je trouve ça génial. Puis je pense qu'effectivement, là, c'était un peu le dernier truc que je me suis dit, non mais si tu fais ça, c'est bon quoi, t'es guéri. Donc c'est ça en fait, tu dis depuis 2017-2018 en fait, tu es en train d'être guéri là, vraiment, c'est la confirmation en fait aussi. Et puis je voulais te demander 2 mots aussi sur, on n'a pas parlé de l'aspect humain, enfin de l'aspect, tu disais l'aspect privé, mais tu t'es aussi mariée. Oui. À quel moment tu t'es mariée, quand tu étais encore dans cette mauvaise passe ou après, à quel moment c'est arrivé? Alors j'étais pas encore complètement guérie comme je l'ai dit aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que heureusement j'étais déjà avec mon mari quand j'ai eu l'accident. Il m'a beaucoup soutenue, il a aussi dû prendre beaucoup sur lui parce que finalement c'est des années où on fait rien quoi. Il m'a connue aussi super sportive, on faisait du hockey ensemble, il m'a connue, on faisait du ski chaque week-end et tout d'un coup on fait plus rien. Et lui, je pense qu'il avait pas non plus trop envie de garder ce côté pour lui, d'aller faire ses activités pour lui, il préférait rester à la maison avec moi, mais je pense qu'effectivement pour lui ça a été super dur. Et on s'est mariés en 2012. Donc, j'étais pas encore... 5 ans après cet événement. Voilà, j'étais pas encore super en forme, mais pour moi, dans ma tête, en tout cas, extérieurement, je l'étais assez pour me marier. C'était un peu... Voilà. Donc, après, c'était toi, à toi de te remettre. Voilà, ton mari pouvait pas faire grand-chose de plus. Non. Et maintenant, vous êtes ajustés, vous arrivez aussi à faire du sport ensemble de nouveau, vous faites plus qu'avant? Alors, oui. Donc là, à ce niveau-là aussi, on peut dire que là aussi, t'es guéri. T'as guéri ta relation aussi à ce niveau-là? Je dois dire qu'effectivement, j'ai plus de retenue, en fait. Avant, c'est clair, au bout d'un moment, on a quand même mauvaise conscience, c'est dire toujours, mais il faut pas qu'il fasse, en guillemets, sa vie par rapport à moi, quoi. S'il veut
Et puis là, non, en fait, c'est plutôt... c'est même moi, finalement, qui le retire en avant, quoi. Donc, tout est bien qui finit pratiquement bien. Il y aura toujours ces douleurs maintenant. Oui. Tu fais une thérapie contre les douleurs. Comment tu t'es habituée à ça? Enfin, habituée, si on peut s'habituer, comment ça se passe? Alors, j'ai des exercices à faire. Le physio avait même montré des exercices à mon mari qu'il puisse me faire quand j'ai régulièrement, par exemple, le dos bloqué, des choses comme ça, que j'ai pas besoin toujours d'aller chez le physiothérapeute. Mais c'est des choses qui restent. Et puis des choses toutes bêtes qu'il faut faire attention, que je faisais jamais attention avant. Si on transpire, il faut changer les habits. Un coup de froid, j'ai la nuque qui est coincée. Donc tu dois prendre soin de toi. Oui. Peut-être c'était la leçon à tirer de tout ça, c'est que tu dois prendre plus soin de toi et te respecter plus et être plus proche de ce que vraiment tu ressens. Là, tu as dû apprendre. Oui, on apprend. Alors effectivement, avec ce genre de choses, d'accidents, on apprend quand même beaucoup de choses. J'ai appris cela, j'ai appris à arrêter de penser ce que pensent, d'avoir peur du regard des autres. Peut-être aussi au niveau de se mettre la pression. Quand on fait de la compétition, on se met beaucoup de pression. Mais au bout d'un moment, oui, je veux faire bien. Mais moi, c'est déjà un succès de pouvoir mettre mes fesses sur une selle, finalement, par rapport à ce qui s'est passé, l'avis des médecins au début. Donc, finalement, moi, c'est toute victoire. Je ne suis pas une grande championne d'équitation, loin de là. Mais pour moi, rien que d'aller déjà en concours, c'est une victoire, en fait. Mais ça, je pense qu'on va finir sur cette victoire, et que c'est une magnifique victoire sur la mort, en fait. Tu l'as vu passer de près. Tu vis maintenant pleinement de nouveau. Tout est permis, en fait. Tu peux de nouveau rêver. Puis ça, c'est un cadeau de la vie. En fait, t'es né une seconde fois, peut-être. Exactement. C'est une deuxième vie qui s'est offerte à toi. Il a fallu la conquérir, cette deuxième vie, mais visiblement, tu l'as bien conquise. Je te remercie infiniment pour ce témoignage. Peut-être qu'il va inspirer d'autres personnes qui ont vécu des situations difficiles ou qui sont en train de passer par une mauvaise passe et qui pensent qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Oui, alors là, je peux le dire. Ouais. Il faut juste y croire. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie Wittenbach. Merci. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.